Imaginons un instant deux immenses casernes de pompiers. D'accord. Elles seraient situées exactement de part et d'autre d'une frontière. Et les deux équipes s'équipent, elles affûtent leur matériel, elles élaborent des plans grandioses pour sécuriser leur territoire. Je vois l'image. Mais pendant qu'elles se regardent en chien de faïence, en refusant catégoriquement de partager la même source d'eau, un incendie dévastateur est en train de consumer la forêt qui les entoure, ce qui menace de réduire les deux casernes en cendres. C'est une métaphore très parlante. Oui, et ce matin, elle illustre de manière assez frappante la réalité de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans ce décryptage matinal. Pour ceux qui nous écoutent, la région traverse actuellement une redéfinition majeure, presque sismique, disons, de son architecture de sécurité et de ses alliances géopolitiques. Tout à fait. Les événements de ces 2 dernières semaines ont connu une accélération vraiment spectaculaire. On observe un contraste saisissant entre les tractations diplomatiques au sommet de l'État et la détérioration brutale de la situation sur le terrain. Exactement. Et l'objectif, aujourd'hui, c'est d'examiner cette mécanique complexe avec le plus grand recul, toujours en s'appuyant strictement sur les faits et les données pour comprendre comment et pourquoi ces transformations se produisent, sans aucun parti pris. C'est la mission. Et pour compiler, filtrer et analyser cette montagne de rapports militaires et de dépêches diplomatiques, ce décryptage est sponsorisé par ProWave AI. Il est généré en s'appuyant sur Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Une application qui est particulièrement pertinente pour notre dossier d'aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, pour célébrer sa première année d'exploitation, ProWave AI propose une offre spéciale pour ce mois de mars. Le code promotionnel STILO, S-T-I-L-O, peut être appliqué directement sur le site www.stylonews.com. C'est valable jusqu'à la fin du mois et c'est réservé aux 250 premiers abonnés. Et ce qu'il faut préciser sur Stylo Nous, c'est qu'il s'agit de la version grand public du logiciel Stylo Interreps. Ah oui, le système militaire. C'est ça, à l'origine, c'est une architecture conçue strictement pour les opérations stratégiques complexes, les gouvernements, les commandements militaires, les multinationales. L'audience a donc accès à un véritable outil de renseignement conçu pour les décideurs mondiaux. Un atout considérable, oui. Pour les archives, le dossier de ce matin est officiellement intitulé West Africa Brief, Terror Expansion and US Re-engagement. La région d'intérêt est l'Afrique de l'Ouest et nous sommes le 16 mars 2026. Le programme est chargé. Très chargé. L'ambition de cette analyse, c'est de comprendre l'escalade de la violence transfrontalière, d'examiner la fracture institutionnelle entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, et de décortiquer le retour très pragmatique des États-Unis dans la région. Et pour comprendre ces grands mouvements géopolitiques, la logique exige de commencer par la base. Le terrain. Voilà, la réalité topographique et humaine sur le terrain. C'est cette réalité qui force aujourd'hui la main des décideurs. Les données récentes, qui sont compilées par le projet ACLED, sont sans appel. Les chiffres sont terrifiants d'ailleurs. Absolument. Entre 2024 et 2025, on observe une augmentation de 90% des incidents violents dans la zone dite des 3 frontières. Donc le Niger, le Bénin et le Nigeria. C'est ça. Et ce n'est pas une simple fluctuation statistique. On parle d'un changement d'échelle avec plus de 1000 morts recensés dans cette seule dynamique d'expansion. Et quand on regarde les points d'impact détaillés par les sources, la cartographie révèle une stratégie bien précise. Au Niger, par exemple, la région de Tillabéri a concentré près de 1300 morts. Oui, avec notamment cette attaque très audacieuse. L'attaque contre la base aérienne 101, oui. Et l'aéroport international de Niamey, par l'État islamique au Grand Sahara, le EIGS, c'est hautement symbolique. Complètement. Frapper un aéroport international, c'est un message clair envoyé à l'État. Mais l'incendie dont on parlait en introduction ne s'arrête plus au pays enclavé du Sahel. Au Bénin, les rapports confirment la mort de 15 soldats près de Cotonou. Des soldats frappés par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le fameux GNIM. Ce qui est la preuve d'une poussée très claire vers les pays côtiers, non? C'est indéniable. Et le front nigérien est tout aussi révélateur. Dans l'état de Borno, les attaques coordonnées de l'ISWAP ont entraîné la perte d'au moins 65 soldats. Et l'enlèvement massif de 300 civils, ce qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Mais le plus alarmant sur le plan stratégique, c'est l'ouverture d'un nouveau corridor d'insurrection. Ah, dans le nord-ouest et le centre du Nigeria? Oui, ça implique des États comme Kwara et Kogi. Des factions comme Ansarou et le groupe Mahmouda y établissent des bases opérationnelles durables. Décortiquons cela un instant, car la question du pourquoi est essentielle pour notre audience. Pourquoi des États côtiers ou des régions centrales du Nigeria se retrouvent-ils soudainement vulnérables? Qu'est-ce qui facilite cette avancée fulgurante? La réponse se trouve dans l'interaction entre la géographie
et l'absence de l'État. Ces groupes armés exploitent des sanctuaires naturels très spécifiques. Comme les forêts? Voilà, les vastes zones forestières du nord-ouest du Nigeria ne sont pas des simples bois. Ce sont des environnements à la canopée extrêmement dense. Et ça les protège de l'observation aérienne? Tout à fait. Ça agit comme des boucliers thermiques et visuels contre la surveillance par drone. À cela s'ajoute, bien sûr, la porosité historique des frontières ouest-africaines. Donc ils se fondent dans la nature? C'est ça. Et dans ces zones reculées où les services de l'État, disons, la police, la justice, la santé, sont chroniquement absents, un vide se crée. Et la nature a horreur du vide. Les groupes insurgés remplissent ce vide. Ils utilisent ces sanctuaires pour s'entraîner, mais surtout pour recruter au sein d'une population locale délaissée. Tout en se livrant à une concurrence féroce entre eux pour le contrôle des taxes officieuses et de la contrebande, d'après les rapports. Exactement. C'est une économie de guerre très structurée. Mais attendez, si la menace est désormais intrinsèquement transnationale, capable de traverser les frontières avec cette fluidité, pourquoi observe-t-on que les réponses strictement locales semblent être la seule ligne de défense? Vous faites référence aux milices d'autodéfense? Oui, comme à Anzuro au Niger. C'est un peu l'aveu d'un échec systémique des armées régulières, non? Eh bien, c'est effectivement le symptôme d'un appareil sécuritaire étiré au-delà de ses capacités. Ils ne peuvent pas être partout à la fois. Voilà. Les armées régulières sont mobilisées sur de multiples fronts de haute intensité. Elles ne peuvent tout simplement pas garnisonner chaque village isolé. Donc le recours aux milices locales, c'est une stratégie de désespoir. C'est le mot. Cependant, les conséquences socio-économiques de ce transfert de sécurité vers des acteurs non étatiques sont dramatiques. Surtout pour l'agriculture, j'imagine. Le tissu agricole est lourdement perturbé, les paysans ne peuvent plus cultiver sans risquer leur vie. Les sources mentionnent d'ailleurs le retour forcé de 1705 réfugiés nigériens qui avaient initialement fui vers les pays voisins. 1705 personnes qui reviennent dans une zone de conflit. Oui, faute de meilleures options. Et parallèlement, des organisations comme Amnesty International publient des évaluations très critiques. Sur les failles de protection des gouvernements, hein. Exactement. Ils soulignent que confier la sécurité à des milices sous-entraînées expose souvent les civils à des représailles encore plus sanglantes de la part des terroristes. Ce qui nous ramène directement à notre métaphore des pompiers. Face à un feu qui saute les frontières de manière aussi agressive, la logique voudrait que les États voisins unissent leurs forces. C'est la théorie, oui. Or, la région traverse une fracture institutionnelle historique. D'un côté, il y a la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et de l'autre, l'AES. Voilà. Selon nos sources, la CEDEAO a élaboré un plan en Sierra Leone visant à déployer une force d'attente anti-djihadiste de 2000 hommes d'ici fin 2026. Avec une approche logistique un peu particulière. Oui, les troupes resteront dans leurs pays respectifs pour permettre une mobilisation rapide. Et de l'autre côté de cette ligne de fracture, on trouve donc la nouvelle alliance des États du Sahel, l'AES. Formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est ça. La position de l'AES est un rejet frontal de l'architecture de la CEDEAO. Eux prévoient la création de leur propre force militaire conjointe. Qui est annoncée à 6000 hommes, si je ne me trompe pas. Vous avez raison. Mais la dynamique va bien au-delà de l'aspect purement militaire. L'AES poursuit une doctrine de souveraineté absolue. Ce qui inclut l'économie. Tout à fait. Ça englobe le projet d'une indépendance monétaire vis-à-vis du franc CFA et la volonté de développer de nouvelles infrastructures logistiques. Pour contourner les ports maritimes de la CEDEAO, j'imagine. Exactement. C'est une rupture totale. Il est vraiment frappant d'observer à quel point les argumentaires s'opposent. Les chefs d'état-major de la CEDEAO insistent sur le fait que la menace terroriste exige une intégration militaire régionale. Et en face, En face, les organes de presse sahéliens, comme Malijet par exemple, relaient la doctrine des dirigeants de l'AES. La souveraineté nationale prime, point final. avec une volonté assumée de rompre les liens de dépendance avec l'Occident. Et particulièrement avec la France, oui. D'ailleurs, ce qui est captivant, c'est de lire l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux d'Afrique de l'Ouest concernant cette scission. Ah, les données de Stylo News là-dessus sont très intéressantes. Ça révèle une véritable dissonance cognitive au sein des populations. C'est-à-dire, D'une part, on observe un soutien de principe assez massif pour l'idée de multilatéralisme et de développement régional intégré. les gens veulent l'unité. Oui. Mais d'autre part, il y a une anxiété palpable et très répandue face à cette fragmentation institutionnelle soudaine. C'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, n'assistons-nous pas au pire moment historique pour orchestrer un divorce institutionnel? Stratégiquement parlant, c'est un cauchemar.
D'un point de vue purement opérationnel, comment deux forces militaires distinctes peuvent-elles espérer vaincre des réseaux terroristes très mobiles sans établir de canaux conjoints pour partager leurs renseignements? Sur le plan tactique, c'est une impasse. Le culte de la souveraineté absolue, tel qu'articulé par l'AS, rend les patrouilles conjointes avec la CEDEAO pratiquement inenvisageables à court terme. Et le partage de renseignements? Pareil. Les deux blocs sécuritaires opèrent en silo, ce qui crée inévitablement des angles morts aux frontières. Exactement, là où les groupes insurgés s'infiltrent. Vous avez tout compris, c'est une aubaine pour eux. Mais tout n'est pas qu'une question de fusils et de drones dans nos rapports. Il y a aussi des mécanismes de résilience très concrets pour les populations. Oui, heureusement. Les sources font état d'une initiative parrainée par le Nigeria, la CDEAO et la Banque mondiale. C'est un projet d'électrification rurale de 700 000 $ visant à équiper 15 hôpitaux et écoles publiques en système solaire. C'est une ligne d'action cruciale. Mais au milieu de ce chaos sécuritaire, pourquoi un projet d'électrification rurale est-il considéré comme une réponse stratégique de premier plan? Parce que l'obscurité et le dénuement sont les meilleurs agents recruteurs de l'insurrection. C'est une belle façon de le formuler. L'installation de panneaux solaires transforme radicalement la dynamique d'un village. L'électricité permet aux dispensaires de réfrigérer les vaccins. Et de traiter les urgences la nuit? Exactement. Et ça rétablit instantanément la confiance de la population envers l'État. Elle permet aussi aux écoles de fonctionner, ce qui garde les jeunes loin des réseaux de recrutement des milices. Fournir un service public de base, c'est donc une arme anti-insurrectionnelle. Souvent beaucoup plus efficace qu'un bataillon de soldats, oui. Car cela prive les groupes armés de leur principal argument, qui est l'incapacité de l'État à prendre soin de ses citoyens. Ce vide de confiance, couplé à la fragmentation régionale et au rejet des partenaires traditionnels d'ailleurs, malgré les tentatives de réinitialisation diplomatique de la France au sommet de Nairobi, a créé un appel d'air géopolitique immense. Un vide que d'autres s'empressent de combler. Exactement. Et cela a forcé les grandes puissances à pivoter radicalement, ce qui nous amène à la posture extrêmement pragmatique des États-Unis. C'est un revirement fascinant à analyser. Rappelons qu'en 2025, les forces américaines ont dû évacuer leur base au Niger. Et aujourd'hui, les sources révèlent que Washington a discrètement levé les sanctions qui pesaient sur 3 hauts responsables maliens. Des sanctions qui avaient été initialement imposées pour leurs liens documentés avec les mercenaires russes du groupe Wagner. C'est fou, hein? Et simultanément, les Américains négocient âprement pour établir les vols de reconnaissance de leurs drones au-dessus du Mali. L'analyse des documents stratégiques américains met en lumière une bascule complète vers la réelle politique. L'objectif premier de Washington, c'est de freiner l'expansion djihadiste fulgurante dont nous venons de parler. Sans troupes au sol. Voilà. Sans présence au sol, la capacité de surveillance visuelle et électronique depuis le ciel devient leur seule assurance contre des attaques d'envergure. Et il y a aussi la question des otages, non? C'est un levier d'urgence absolu, oui. Le gouvernement américain tente de localiser un de ses pilotes qui est actuellement pris en otage par le JNIM au Mali. Ah d'accord, je comprends mieux l'urgence. Pour obtenir des fenêtres de vol et recueillir du renseignement sur cette cible de très haute valeur, la diplomatie américaine semble prête à faire des concessions majeures. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce point. Le changement de paradigme est total. Les États-Unis passaient leur temps à conditionner leur aide sécuritaire à des exigences de gouvernance démocratique. C'était la norme, en effet. Et aujourd'hui, ils passent à un pragmatisme tellement froid qu'ils négocient l'accès à un espace aérien contrôlé par des régimes qu'ils sanctionnaient hier. Des zones où opèrent des paramilitaires russes. C'est l'essence même du pragmatisme dicté par l'urgence. Les impératifs de sécurité nationale immédiats ont tout simplement supplanté les conditionnalités politiques traditionnelles. C'est une adaptation assez brutale. Brutale, mais nécessaire face à la nouvelle exigence de souveraineté africaine, où les gouvernements choisissent désormais leurs partenaires à la carte. Et c'est une dynamique qu'on retrouve ailleurs, notamment au Nigeria. Abuja, en véritable poids lourd régional, navigue avec une immense prudence. Ils ont une position très ferme. Oui, le gouvernement nigérien a publiquement rejeté ce qu'il nomme les accords américains transactionnels. En clair, ils refusent le modèle où l'assistance sécuritaire est conditionnée à l'accès privilégié à leurs ressources minérales. Exactement. Des journaux influents comme The Cable saluent cette position. Ils citent d'ailleurs la Zambie et le Zimbabwe comme exemples des limites de cette aide occidentale conditionnée. Le Nigeria regarde activement vers de nouveaux horizons. Les BRICS, la Chine, la Russie. Un autre signe de ce basculement, c'est le rapprochement énergétique spectaculaire entre l'Algérie et le Niger pour relancer le gazoduc transsaharien. Ce rejet des accords dits transactionnels souligne un fait central. La communauté internationale, y compris l'Europe, doit réapprendre à interagir avec le continent. Et vite? Oui,
Récemment, le Parlement européen a essuyé des critiques extrêmement vives pour des déclarations qui ont été perçues comme une ingérence directe dans les affaires judiciaires internes d'un État sahélien. Il refuse désormais toute asymétrie diplomatique. Complètement. Et cette redéfinition des alliances se joue aussi sur le plan technologique. On observe actuellement une intense course aux satellites dans l'espace aérien ouest-africain. Ah oui, la Russie et la Chine fournissent activement des capacités de surveillance par satellite clés en main au gouvernement de la région. C'est un point fascinant, oui. Obtenir des images satellites souveraines permet logiquement de surveiller les forêts denses dont on parlait tout à l'heure. Et de contrer l'expansion terroriste de manière autonome. Mais en s'appuyant massivement sur la technologie spatiale russe ou chinoise, ces États ne risquent-ils pas de remplacer une ancienne dépendance diplomatique par une nouvelle dépendance spatiale? Une dépendance technologique et centrée sur les données, oui. C'est le dilemme central de cette décennie pour la région. L'infrastructure technologique, particulièrement dans le domaine spatial et des télécommunications de défense, crée des liens de dépendance à très long terme. Pour la maintenance, j'imagine. La maintenance, le chiffrement, le stockage des données. L'autonomie tactique à court terme pourrait coûter très cher en souveraineté stratégique à long terme. Alors, avec ce faisceau de dynamique complexe, je veux dire la pression insurrectionnelle sur le terrain, le bras de fer institutionnel et la bataille d'influence globale que nous indiquent les sources sur les événements imminents, Le calendrier prospectif identifiait plusieurs échéances critiques à surveiller. lesquels? Tout d'abord, la conclusion attendue des négociations sur le survol des drones américains au Mali, qui est prévue d'ici la mi-2026. L'issue de ces pourparlers définira le nouveau standard de la présence occidentale au Sahel. Ensuite, Ensuite, le déploiement réel de la force de 2000 hommes de la CEDEAO. Ce sera le véritable test de la viabilité militaire de cette organisation. s'ils arrivent à se coordonner depuis leurs pays respectifs. C'est ça. Sur le front des infrastructures, les discussions autour de l'avancement du gazoduc transsaharien devraient s'accélérer significativement juste après la période du Ramadan 2026. Très bien. Et pour le Nigeria? Au Nigeria, il faudra surveiller l'opérationnalisation imminente du nouveau Conseil de coordination de la sécurité et de la paix. C'est une structure conçue spécifiquement pour réduire les délais de réponse de l'État face aux attaques asymétriques. En compilant les analyses et les plans d'action proposés par toutes nos sources aujourd'hui, un consensus clair semble se dégager. La force de frappe militaire seule est vouée à l'échec si elle n'est pas soutenue par un retour massif des services de l'État. C'est l'évidence même. Des projets comme l'électrification rurale doivent devenir la norme, pas l'exception. Il est également souligné avec insistance que les partenaires internationaux doivent formuler des offres de coopération bilatérale dénuées de paternalisme. Le refus de s'adapter à cette exigence de souveraineté risque de précipiter un basculement définitif de la région vers de nouvelles alliances géopolitiques exclusives. C'est une conclusion rigoureuse qui reflète bien la réalité des données analysées aujourd'hui. L'équation finale pour l'Afrique de l'Ouest devra impérativement équilibrer la souveraineté revendiquée, l'urgence du développement et la nécessité implacable d'une architecture sécuritaire efficace. Ce qui clôture parfaitement notre examen des sources du jour, je crois. Tout à fait. Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent garder un temps d'avance sur ces dossiers si complexes, rappelons que Stylo News, l'outil qui a structuré ce décryptage, est une application disponible sur mobile et sur ordinateur. Et elle offre la possibilité de générer des notes de renseignements personnels totalement sur mesure. Oui, l'application agrège, traduit et analyse en temps réel des centaines de sources médiatiques traditionnelles ainsi que les flux de données du réseau X. La valeur ajoutée, disons, réside vraiment dans la capacité de l'algorithme à extraire des faits objectifs au milieu d'un volume d'informations souvent contradictoires. Ce qui permet de suivre les crises globales en s'affranchissant du filtre d'une source unique. Un outil redoutable pour la prise de décision. Exactement. Il est possible de s'abonner pour accéder à ces actualités générées par l'IA et disponibles à la demande en se rendant directement sur le site www.stylonews.com. Voilà qui met un point final à notre édition SIA. Un dossier dense. Très dense. Un immense merci à tous les passionnés d'actualité pour votre écoute assidue. Décortiquer ces dynamiques géopolitiques est un véritable exercice d'équilibriste et c'est toujours un privilège de partager cette analyse objective avec vous. Les suggestions de thèmes, de régions ou de crises pour de futurs décryptages sont bien sûr toujours les bienvenus. Absolument. Pour prolonger la réflexion, il suffit de suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Mais avant de clore définitivement ce dossier, il y a une dernière réflexion émergente dans les marges de nos sources qui méritent attention. Je vous écoute.
Tout au long de cette analyse, l'accent a été mis sur les frontières terrestres, la canopée des forêts nigériennes et les corridors désertiques. C'est vrai. Cependant, compte tenu de l'accélération vertigineuse de la course aux satellites de surveillance au-dessus du Sahel, qui implique la technologie de pointe russe, chinoise et occidentale, posez-vous cette question. Laquelle? La prochaine grande lutte historique pour la souveraineté et l'indépendance africaine ne se jouera-t-elle pas finalement très loin de la terre ferme, dans l'espace, pour le contrôle absolu et vital des données? C'est une perspective vertigineuse pour terminer. Merci infiniment pour cette analyse et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.